Il y a très longtemps, en une période de grande humidité, un homme entreprit de sauver la faune de l'inondation. Pour ce faire, l'espace sur son arche étant limité, il choisit pour chaque espèce un représentant des deux sexes, afin de préserver au mieux la biodiversité de l'époque. Noé réunit donc un couple de lions, un couple d'antilopes, un couple de mouettes et de coccinelles, et bien d'autres animaux de tout genre et de toutes eaux qu'il fit cohabiter tant bien que mal. Mais lorsqu'il en vint aux phoques, sa confiance s'éroda et se mit à tanguer. Était-ce bien là un couple de la même espèce? N'avait-il pas accidentellement réuni un phoque mâle et une otarie femelle? Ou bien l'inverse? Après tout, les deux se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Noé n'était pas très calé en sciences naturelles. Pour lui, la classification du vivant ne coulait pas vraiment de source, et on peut même dire que ses connaissances partaient un peu à volo, car à l'école, les cours de SVT ne lui mettaient que rarement l'eau à la bouche, et il ne leur avait donc prêté qu'une attention fluctuante, préférant nettement les heures de catéchisme. Il comprit qu'il était mal embarqué et fut contraint de faire appel au service d'un biologiste qu'il dut payer en liquide. Vous me direz que ce n'était pas la mer à boire, mais le résultat fut que, pour ne pas se retrouver à sec, il lui fallut économiser sur la taille de son bateau et sélectionner des animaux de tonnage plus réduit. C'est pourquoi il laissa couler la plupart des grands mammifères terrestres de l'époque, et c'est pourquoi ceux-ci ont aujourd'hui disparu. Mais il y eut heureusement quelques exceptions. L'embarras de Noé est bien compréhensible. Même maintenant, alors que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, il n'est pas rare que des animaux se ressemblent au point de paraître indiscernables. Qu'on pense par exemple aux cochons d'Inde et aux hamsters, à la foulque macroule et à la poule d'eau, aux rats des villes et aux rats des champs, ou, naturellement, à l'âne et à l'éléphant. Il est facile de s'y tromper. Tous deux sont des mammifères à quatre pattes, ongulés et herbivores, gris, curieux, intelligents comme le confirment les expressions bien connues, et l'âne comme l'éléphant possèdent chacun de grandes oreilles. Ils partagent aussi un fort caractère, au point parfois de se rouler par terre, et sont des montures difficiles qui se font remarquer les rares fois où on les voit en ville. En matière de spiritualité, on notera qu'ils ont l'un comme l'autre un fort rapport au divin. Ajoutons qu'ils restent des animaux sauvages et parfois dangereux, au solide appétit, et que, comme le zèbre, il arrive qu'on les confonde l'un et l'autre avec les chevaux. Aussi allons-nous nous intéresser à cette question délicate. Comment distinguer un âne d'un éléphant? On sait le sujet sensible, notamment en Afrique, où les braconniers jouent de l'ambiguïté pour dissimuler leur trafic d'ivoire, ou aux États-Unis, où ils divisent le pays tous les 4 ans. Mais avant de poursuivre, il nous faut sauter brièvement du coq à l'éléphant, en revenant sur notre vidéo précédente. Rappelons que le sujet en était le voyage vers Mars. Suite à sa diffusion, nous avons été contactés à distance par les représentants du PCV, qui ambitionnent de se poser sur Vénus. Pour l'instant, leur plan est de s'y rendre en ballon, afin de faciliter l'atterrissage en profitant de l'atmosphère très épaisse de la planète. Cependant, un tel projet semblant complexe à mener à bien, ils nous ont demandé si nous avions d'autres suggestions. Après une brève recherche, voici donc quelques éléments de réponse. Remarquons d'abord que parmi les méthodes déjà proposées, plusieurs sont adaptables telles quelles pour l'étoile du Berger. Toutefois, comme elle est plus proche de la Terre, d'autres sont envisageables. Nous nous limiterons ici à un exemple. En pliant et entassant le stock de prospectus qui s'accumule chaque jour dans les boîtes aux lettres terrestres, il serait possible de dresser un immense tas qui nous permettrait de nous rapprocher substantiellement de Vénus. Attention cependant, il faudra trouver un autre moyen pour parcourir les derniers kilomètres, au risque de connaître le sort d'un nouvel Icare, car la température est tellement élevée dans l'atmosphère vénusienne que le papier ne manquera pas de prendre feu si on l'en approche trop.
Après cette rapide digression, revenons à nos ânes et à nos moutons. Comment donc différencier un âne d'un éléphant, quand eux-mêmes s'y laissent si souvent prendre, échangeant d'interminables regards lourds de sous-entendus et de passions animales, au point d'engendrer toutes sortes de croisements improbables. Sans compter que l'équivoque est renforcé par tous ceux qui, comme toujours, essaient de profiter de la confusion. Pour y parvenir, nous avons choisi un sujet au hasard, que nous avons soumis à une petite expérience. Nous l'avons plongé dans une grande baignoire et nous avons mesuré l'élévation de l'eau. Un rapide calcul nous a alors permis de déterminer le volume de la bête et de conjecturer son espèce. Mais il restait quelques incertitudes de mesure, et en matière de raisonnement scientifique, on sait qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'âne avant de l'avoir tué. Pour confirmer ce résultat, nous nous sommes donc livrés à une seconde expérience, en conduisant l'animal en un lieu judicieusement choisi. Puis, pour mettre toutes les chances de notre côté, nous avons ajouté un tout petit ingrédient. Conclusion, ce n'était probablement pas un âne. Poursuivons l'observation comportementale. L'hiver est l'occasion de différencier plus facilement ces deux animaux. En effet, si l'âne, bien que protégé par ses poils, n'hésite pas à se couvrir dès que la température baisse, l'éléphant trouve plus difficilement bonnet à ses oreilles, même en écumant les cabines d'essayage, et souffre du froid et des courants d'air. Les registres médicaux confirment d'ailleurs que la proportion de grippe parmi les éléphants est très supérieure à celle des ânes, d'autant plus qu'ils sont moins enclins à se faire vacciner. De façon générale, leurs goûts et leurs traits de caractère semblent bien marqués. Par exemple, nous leur avons fait écouter de la musique, et nous avons constaté qu'à moins de choisir précisément le groupe favori de l'éléphant, seul l'âne désirait vraiment avoir du son. Dans une autre expérience, nous leur avons donné de l'alcool, et nous avons constaté que, si l'éléphant se saoule comme une bourrique, et si l'âne, parfois, se trouve contraint de transporter toutes sortes de barriques, rien ne peut cependant le forcer à boire s'il n'a pas soif. En revanche, il est parfaitement vrai que c'est une bête qui mange beaucoup de foin. Rendons maintenant justice à l'éléphant. Pour sa défense, ses goûts sont loin de se limiter à l'alcool. Au contraire, il adore l'eau depuis tout petit et ne rate pas une occasion de se baigner. C'est un animal extrêmement propre et soucieux des règles, tandis que l'âne est plus fantaisiste, volontiers artiste, pas toujours très convenable ni très poli, quand l'éléphant, lui, bien que souvent pâteau et susceptible de brider l'âne par la queue, veille en général à ne pas se montrer trop lourd. Leur opposition se retrouve aussi lorsqu'ils jouent ensemble. Si l'éléphant met tout son poids à gagner au memory, son adversaire est prêt aux subterfuges les plus rusés pour prendre sa revanche et l'emporter qu'à un âne dans les jeux plus stratégiques.
Statistiquement, il est aussi possible de reconnaître les deux populations d'animaux à leur destination de vacances. Ceux qui choisissent de traverser les Cévennes en compagnie d'un auteur anglais sont généralement des ânes, alors que ceux qui préfèrent les destinations lointaines ou rêvent de grimper les Alpes pour guerroyer contre l'italien sont presque toujours des éléphants. Enfin, les différences sont frappantes dans les affaires de cœur, car si l'amour fait danser l'âne, l'éléphant est plus sentimental encore. Son cœur d'artichaut lui arrache des litres de larmes, le jetant avec cruauté et appétit dans les bras de Vénus. De sorte que, soulevé par la passion, et en profitant de l'appoint aérodynamique de ses oreilles, le pachyderme s'élève dans les airs avec légèreté et une grâce tout aérienne, bien au-dessus de l'altitude que peut espérer atteindre un âne, au point qu'impressionné par son vol puissant et majestueux, il nous semble parfois sur une autre planète.